Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, intitulé Yoga et cetera. Je m'appelle, Chloé, je suis votre hôte et ceci est un pilote d'une émission qui, j'espère, trouvera son public. J'ai eu envie de créer un podcast parce que je me suis aperçue qu'il n'en existait pas beaucoup sur le yoga en français. Il en existe beaucoup en anglais, mais pas encore énormément en français. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire pour les personnes, qui ne parlent pas anglais. À quoi s'attendre dans ce podcast? Déjà, je peux vous dire ce qu'il n'y aura pas, probablement pas. Ce sont des cours de yoga, audio, pour plusieurs raisons. En fait, déjà parce que en général, il est quand même préférable d'avoir un professeur physique ou en tout cas pour, les débuts. Une fois qu'on a de l'expérience, on peut, utiliser des fichiers audio de cours, pour, voilà, garder sa pratique, régulière. Mais au début, surtout, il faut, je pense, avoir une personne, pour, vous aider. Ensuite parce qu'il y a déjà une offre de cours, audio ou vidéo sur YouTube, par exemple, donc c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, même si c'est ce que je fais dans la vie, je suis professeure de yoga. Et donc en fait, je voulais parler de yoga, mais aussi de plein de sujets qui sont en lien avec le yoga, même si on ne n'imagine pas toujours puisqu'en fait, quand on parle de yoga, surtout en occident, on pense, surtout d'abord aux postures, c'est vraiment ce qui vient, en tête en tout premier. Mais, le yoga comprend d'autres aspects, et j'ai envie d'explorer ces aspects, même si je pourrais être amenée à parler aussi de posture de temps en temps, mais, c'est surtout les autres aspects que j'ai envie d'aborder. Alors à qui s'adresse ce podcast? Bien sûr aux personnes qui pratiquent déjà le yoga, aux professeurs de yoga, aux personnes qui aimeraient s'y mettre et qui sont curieuses d'en savoir plus, aux personnes qui pensent que le yoga n'est pas fait pour elles aussi. C'est peut-être finalement la catégorie la plus importante. En tout cas, il arrive souvent aux personnes qui viennent essayer un cours, voilà, qui ont leur première expérience, de dire: «Voilà, pendant super longtemps, j'imaginais que le yoga, c'était vraiment pas pour moi, que, voilà, j'étais trop, justement, trop speed, et puis que ça m'énerverait qu'on me dise de me détendre», ce genre de choses. Cette première expérience, souvent, se révèle être, plutôt bonne, plutôt positive et voilà, donc du coup, essayer de donner envie aux gens qui vraiment pensent que ce n'est pas pour eux, c'est plutôt une bonne motivation, quelque chose que j'ai envie d'essayer de réussir à faire. Et donc ce podcast s'adresse aussi, aux personnes, par exemple, qui s'intéressent à, la cuisine indienne, notamment la cuisine ayurvédique, donc qui s'inspire de l'ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne. On parlera aussi de méditation, de philosophie. Donc là, surtout de la philosophie traditionnelle indienne aussi, notamment le Vedanta, donc qui est la philosophie qui m'a été enseignée, puisqu'en fait, le yoga est étroitement lié bien sûr à la culture indienne. On peut pas vraiment dissocier, l'un de l'autre et il y a une part de philosophie très importante dans le yoga, même si quand on va à un cours de yoga, encore une fois, on n'a pas du tout, accès à ça. Enfin, c'est très compliqué de faire un cours avec une partie, philo quoi, c'est un petit peu, complexe, mais c'est vraiment hyper intéressant une fois qu'on commence à s'y intéresser, lire des sujets, des livres sur ce sujet. Voilà, ça fait sens, on comprend, pourquoi on fait telle chose de telle manière et pas autrement. Enfin, ça complète très bien, cette pratique physique. Heu, pour ce premier épisode, je voulais, en profiter simplement pour me présenter un petit peu plus, pour que vous sachiez, voilà, comment j'ai commencé le yoga, ma formation et d'autres informations, sur, qui je suis, qui peut vous permettre de savoir aussi ce qu'il y aura, comme contenu dans ce podcast. J'ai commencé le yoga, je pense en 2015, 2014-2015, au moment où en fait c'était la fin de mes études. J'étais très, très, très fatiguée, très, très stressée. Voilà, c'était très compliqué, pour moi, physiquement, même psychologiquement, c'était très difficile et j'ai fait un cours où en fait c'était un mélange de yoga et de, fitness, et vraiment j'ai pas trop aimé en fait, c'était très militaire, on bougeait beaucoup, voilà, il y avait beaucoup plus, un aspect, fitness que je n'ai pas apprécié, mais on a fait un petit peu quand même de posture de yoga et surtout en fait ça m'a permis de découvrir cette entreprise, voilà, ce groupement de professeurs sur Paris qui proposait des cours à la fois de fitness et de yoga. Donc je suis revenue en fait à un autre cours après
cette fois uniquement de yoga. Et c'est là que vraiment je me suis dit: «Ah ouais, OK, c'est ce que j'aime, enfin ça me plaît». Donc bah, il faut savoir aussi que je suis pas du tout une personne qui a aimé le sport dans sa vie avant de se mettre au yoga. Vraiment j'ai fait, très peu de choses, voilà, quand j'étais petite, j'ai fait un peu de tennis ou un peu de danse, dans la MJC locale quoi, mais c'était vraiment, j'étais pas du tout, dans la culture physique en fait. J'étais beaucoup plus, dans l'intellect, j'étais voilà une lectrice, littéraire, qui n'aime pas trop, bouger quoi. J'ai aussi beaucoup joué aux jeux vidéo donc voilà, c'était vraiment, j'étais plutôt quelqu'un d'assez immobile. Même si j'ai eu une enfance, dans la campagne, dans la nature donc où quand même, voilà, je grimpais aux arbres, ce genre de choses. Mais voilà, dès, on va dire, la préadolescence, l'adolescence, je suis devenue très sédentaire. Donc voilà, c'était pour moi un peu une révélation parce que jusqu'à présent, vraiment, il n'y avait aucune pratique sportive, physique qui avait réussi à m'accrocher. Quelque chose où je me disais: «OK, ça vaut le coup de faire l'effort, de peut-être, avoir des crampes», même si dans le yoga, on n'a jamais vraiment de crampes, justement, c'est un des gros avantages. Voilà, il y avait vraiment rien qui m'avait plu au point que je me dise: «Voilà, tu vas y consacrer du temps dans ta semaine, ça vaut le coup». Et là, vraiment, je me suis dit: «Oui, ça vaut le coup d'y revenir». Donc voilà, pendant quelques temps, on va dire 2 ans, j'ai pratiqué plus ou moins, régulièrement. Il y a vraiment eu des mois où je n'en ai pas fait du tout, des mois où j'y allais toutes les semaines et je me suis quand même rendu compte que justement, il y avait une différence entre les périodes où j'y allais, régulièrement et les périodes où je n'y allais pas. Ça m'apportait beaucoup de bien, notamment vers la fin des études, enfin pendant mes études, où j'étais très stressée, où j'avais une posture assise, à longueur de journée puisqu'on est en cours, toute la journée. J'avais commencé à avoir mal au dos, et puis bon, même avec le kiné, ça ne suffisait pas, et puis j'avais aussi des problèmes, au niveau digestif où voilà, quand on est étudiant, on n'a pas toujours l'occasion de bien manger, et puis le stress n'aide pas à la digestion. Donc voilà, j'avais ces 2 soucis-là, récurrents et en fait, la médecine n'arrivait pas à m'aider quoi, à me soulager vraiment définitivement quoi. Ça pouvait traiter temporairement les symptômes, mais pas, voilà, ça ne réglait pas le problème et je me suis aperçue que le yoga, aidait vraiment à, chasser ces problèmes. C'était assez incroyable quoi, la digestion, le dos, vraiment, ça allait vraiment mieux après une séance de yoga et les effets perduraient sur plusieurs jours. Donc voilà, j'ai vraiment bien accroché, et c'était nouveau pour moi, quoi. Et puis du coup, assez rapidement, j'ai, eu envie de devenir prof parce que, j'ai cette logique de me dire: «En fait, quand je reçois quelque chose de vraiment super, j'ai envie de le transmettre». Ça m'a fait ça notamment, dans le scoutisme, donc bon, j'en parlerai pas plus que ça parce que c'est pas le sujet du podcast, mais j'ai été, scout pendant quelques années pendant mon lycée. Et en fait, après j'ai eu envie de, de devenir donc, cheftaine, donc c'est les animateurs, chez les scouts, pour voilà, transmettre en fait, ce qui m'avait été donné, rendre un peu, d'une autre manière, enfin ce que j'avais reçu. Et là, en fait, c'est un peu la même chose quoi, j'avais envie de me dire, ben, j'ai envie de pratiquer pour moi, mais aussi de permettre à d'autres de pratiquer. Donc voilà, pourquoi je suis devenue prof. Entre le moment où j'ai eu envie et le moment où j'ai fait ma formation, je pense qu'il s'est écoulé un an et demi. Et en fait, j'ai demandé à une des profs, que j'avais, dans ce groupement de professeurs de yoga à Paris, celle que j'aimais bien, dont les cours me plaisaient peut-être le plus. Je lui ai dit: «Voilà, bah, où est-ce que vous êtes formés? J'aimerais aussi devenir prof, comment ça se passe?» Et elle m'a envoyé, voilà, un lien, un mail tout simple, 2 lignes, et voilà, moi j'ai été formée là, sans vraiment, me donner plus de détails et donc j'ai regardé, heu, sur le coup, je crois que j'avais un autre, projet à ce moment-là. Je devais, pas être disponible vraiment pour une formation, mais j'ai gardé ça en fait, sous le coude quoi, en me disant: «Tiens, je regarderai un peu plus tard» quoi. J'avais pas vraiment regardé en détail le site, qu'elle m'avait envoyé. Et puis voilà, quelque temps après, c'est revenu à la charge, cette envie de devenir prof et cette fois, j'ai vraiment regardé et bon, en fait, c'est difficile de savoir,
une formation de professeur, si elle est bonne, voilà, il y a pas, en France encore de réglementation vraiment, à ce sujet, même si je pense que ça va venir petit à petit. Donc il y a différents types de formations. Il y a des formations plutôt, sur la durée où on prend des week-ends, voilà, un week-end par mois et il y a beaucoup de travail à la maison entre les séances de formation, les sessions de formation. Et il y a cette formule, un peu différente où c'est en intensif en fait, donc où là, en l'occurrence, la formation que j'ai suivie, c'était ça, où je suis allée vivre en fait pendant 1 mois dans un ashram. Donc un ashram, c'est, un lieu, voilà, qui peut être dans l'hindouisme ou enfin en Inde, un lieu avec des religieux qui vivent, à cet endroit-là. Et là, bon, bah, pour le yoga, c'est un lieu de formation, un lieu de pratique du yoga, un lieu de vie aussi pour des yogis, donc les personnes qui font du yoga, pour les yogis qui sont, vraiment, volontaires, bénévoles pour, aider, le lieu à vivre, parce que c'est beaucoup de personnes bénévoles dans cet endroit-là, c'est une association. Et puis il y a ce qu'on appelle les swamis aussi, qui sont vraiment des personnes qu'on peut plus se rapprocher voilà, des religieux si on veut. C'est des personnes qui ont vraiment renoncé à la vie, «normale» entre guillemets, enfin voilà, avec un emploi, revenu, eux et ils consacrent leur vie entière, à la pratique, à l'enseignement, à la transmission des connaissances, liées au yoga. Donc voilà, c'est dans un lieu comme ça que j'avais choisi d'aller et pour les personnes qui sont peut-être pas très familières du domaine, du yoga, qui sont peut-être très laïques, ça peut paraître un peu, bizarre, on se dit: «Ouh là là, c'est pas une secte ce truc?» Et j'y ai pensé aussi vraiment, surtout en faisant mes premiers versements, pour la formation qui donc m'a coûté dans les 2 000 €. Voilà, les premiers versements, je me suis dit: «Ouh là là, en fait, ça se trouve, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, ça se trouve c'est une secte», enfin, j'en sais rien quoi, c'est un peu effrayant quoi de voilà, de pas avoir, suffisamment de recul, de retour, à part cette prof en qui j'avais confiance, qui m'a conseillé la formation, mais bon, voilà quoi, on peut jamais trop savoir donc en fait, je me disais: «Bah, tant que je ne suis pas sur place, tant que je ne vis pas l'expérience, par moi-même, je pourrai vraiment jamais savoir, si c'est sérieux, quoi». Donc jusqu'au jour, de mon arrivée, j'étais, un peu dubitative, un peu, voilà, un peu, sur la réserve, surtout qu'on nous avait conseillé, en fait, des livres à acheter avant de venir pour, bon, pas forcément les lire, mais surtout pour les feuilleter, voir un petit peu déjà, ce que c'était. Donc il y avait des livres plutôt, bon, qui m'ont pas, surprise, voilà, un livre avec, beaucoup de photos de posture, une explication sur, comment, faire la posture, un chapitre quand même sur, la méditation, sur l'alimentation, enfin quelques descriptifs un peu d'autres choses qui a commencé c'est un livre qui a commencé à m'ouvrir un petit peu l'esprit sur: «Ah tiens, le yoga, c'est peut-être pas juste, les postures», justement. Donc le titre de ce livre, c'est, «Le yoga du corps et de l'esprit», si jamais ça vous intéresse. Je parlerai souvent un peu des mêmes livres de toute façon parce que, bon, pour l'instant, j'en ai pas lu non plus des milliers et je préfère, voilà, parler de ceux que je connais bien et ceux-ci, j'utilise vraiment, très régulièrement dans mon enseignement. Et donc pour revenir, voilà, pourquoi aussi, j'avais un peu, ce côté, suspicieux par rapport à l'endroit où j'allais. Dans les livres qu'on nous avait conseillé d'acheter, que j'avais acheté, il y avait, la Bhagavad Gita, qui est un livre vraiment plutôt, sur la spiritualité, quoi. C'est en fait un dialogue entre, Krishna, un dieu indien et Arjuna qui est un personnage, voilà, d'un des grands livres, du yoga, en Inde. Donc voilà, quand on te conseille d'acheter un livre comme ça, et que tu t'attends à une formation purement, sur, l'aspect physique du yoga, tu te dis: «Bon, quel est le rapport entre ça et la pratique?» Et puis bon, quand en feuilletant le livre, voilà, je comprenais absolument rien. Il y avait plein de mots en sanskrit, donc qui est la langue, voilà, traditionnelle, indienne et qui est, ce qu'on appelle aussi une des langues mères, de nos langues aussi indo-européennes. C'est le indo de indo-européenne. Hem donc voilà, j'étais là, mais c'est quoi ce livre, voilà, plein de mots en sanskrit qui nous parlent voilà, de morale, d'éthique, aussi voilà, du divin, enfin, il y a plein de mots comme ça où voilà, moi, ayant vécu dans une famille plutôt laïque, athée, enfin voilà, c'était pas trop ma tasse de thé. Je me demandais vraiment, ce qu'on allait en faire. Donc voilà, mais bon, j'étais quand même, ouverte, voilà, à l'expérience et puis, parce que c'est comme ça que j'aborde les choses en général.
Et puis donc cette formation, au final, c'est bien sûr, enfin, très bien passé. C'était vraiment, voilà. Je pense que je referai en fait, un épisode sur, cette formation, plus en détail pour, vraiment prendre le temps, d'en parler comme il faut. Mais c'était donc, 4 semaines, intensives en fait de, de pratique, du yoga sous tous ses aspects, encore une fois, donc, les postures, mais pas que. Et bon, dans un cadre, magnifique puisque c'est un ashram qui est situé, à côté d'Orléans, dans un lieu, voilà, un peu dans la nature, donc c'est bien sûr très reposant, très voilà, on fait une coupure, J'ai fait le choix d'ailleurs de ne pas sortir de l'ashram, physiquement pendant un mois pour voir, ce que ça faisait. C'était vraiment une super expérience. Pareil, j'en parlerai, dans l'épisode sur ma formation, parce que c'était vraiment chouette, comme idée. Et donc pendant 4 semaines, voilà, une expérience vraiment de transformation, de nous. Et en fait, finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'était bien sûr, dans l'idée de nous, voilà, donner les clés pour devenir professeur, mais c'était aussi beaucoup de pratiques personnelles, comment déjà soi-même, vivre le yoga au quotidien, mettre en place des habitudes, pour nous, ensuite, à la maison. Voilà, garder, la pratique du yoga, pour, parce qu'en fait, un professeur qui ne pratique pas lui-même, voilà, c'est compliqué. Donc il faut être soi-même un pratiquant régulier pour enseigner, pour bien sûr, avoir la souplesse, voilà, le physique, en bonne santé pour pouvoir montrer les postures et cetera, mais aussi parce que, c'est l'expérience qui fait qu'on a les bons mots, on est capable de décrire, voilà, ce que ressent l'élève, on est capable de dire, voilà, à tel moment, vous sentez, en bas du dos, ça détend tel endroit. Enfin, on est beaucoup plus efficace quand on a soi-même, une expérience de premier niveau, de la pratique, quoi. Donc une formation très bien conçue à ce niveau-là. Heu, c'est donc, je vais donner le nom du lieu quand même, donc c'est, et de l'école du coup dans laquelle je m'inscris. C'est donc à l'ashram de yoga Shivananda. Donc je ferai rapidement une présentation, tout à l'heure de Shivananda, qui est une personne en fait, un sage, et un grand yogi, indien, qui a grandement contribué donc à, voilà, répandre le yoga ailleurs qu'en Inde. Donc le yoga donc Shivananda, c'est un yoga de type donc parce qu'il y a plein de types de yoga différents. C'est du hatha yoga, donc c'est, un yoga plus classique, un peu plus traditionnel, plus doux. On va plus, voilà, se concentrer sur des postures, rester dans les postures plutôt qu'avoir un côté, très, fluide, où on bouge beaucoup. Là, c'est plus le vinyasa, ou si vous avez déjà fait du yoga, vous voyez ce que je veux dire, quoi, donc ce qu'on appelle le vinyasa flow, quoi, le côté, voilà, on bouge et puis on passe d'une posture à une autre. Et voilà, enfin, je m'y connais un petit peu moins en vinyasa du coup, mais je peux plus parler du hatha yoga. Donc, moi, voilà, quand je parlerai, j'aurai plus des références de ce type de yoga parce que c'est celui que j'ai appris. Après, bah, à terme, si j'ai la chance de faire plein d'épisodes, j'aimerais beaucoup, bien sûr, inviter, d'autres professeurs, pour parler de leur pratique. Et donc, ce serait avec plaisir, d'avoir, une ou un invité, qui, nous parlerait de Vinyasa, de Ashtanga, de je ne sais quoi. Il y a énormément de types de yoga. Heu et c'est finalement très représentatif de l'Inde et de, voilà, la multiplicité des choses en Inde. Il y a des milliers de dieux, il y a des milliers de il y a beaucoup de religions, il y a différentes, il y a beaucoup de, voilà, des sectes aussi, enfin, ce qu'on appelle des sectes, nous, c'est très négatif, mais ce qu'on peut appeler des sectes en Inde, c'est juste, voilà, un gourou, un enseignant, et puis des adeptes, voilà, parfois il y a des dérives, bien sûr, hein, comme chez nous, mais voilà, l'Inde est dans la multiplicité très souvent, et le yoga ne fait pas exception. Il y a beaucoup de types de yoga qui se retrouvent sur plein de points évidemment, et puis c'est une science millénaire, donc voilà, il y a quand même des bases très solides qui nous rassemblent tous. Et puis, en tout cas, je pense, très sincèrement, très profondément, qu'il n'y a pas de yoga meilleur qu'un autre. C'est juste, il y a des yogas plus adaptés à certains publics, certains âges de la vie aussi. Le hatha yoga, c'est vrai que c'est peut-être mieux pour les personnes, voilà, qui, ont des problèmes de souplesse, plus des personnes d'un certain âge, ou des personnes qui ont été blessées, qui doivent, reprendre une pratique, doucement, quoi. Voilà, donc il y a pas de moins bien, de meilleur yoga, quoi. Je voudrais essayer dans ce podcast de
voilà, pas, prêcher non plus pour, une paroisse plus qu'une autre parce que vraiment, c'est pas mon état d'esprit. Mais bien sûr, je parle de ce que je connais, donc je parlerai peut-être plus du hatha yoga. Donc je voulais vous parler des maîtres un tout petit peu, qui sont, voilà, les créateurs en fait de cette lignée, de yoga dans laquelle je m'inscris, à mon petit niveau en tant que professeur. Parce que, bah, c'est intéressant de parler d'eux, au niveau historique tout simplement. Donc nous avons, comme je disais tout à l'heure, Shivananda, donc c'est Swami Shivananda. Donc Swami Shivananda, il est né fin, 19e début et puis il est décédé au courant du 20e. Et donc en fait, c'est une personne, qui était, médecin. Donc il a, voilà, publié énormément il était à un moment, directeur d'un magazine, enfin voilà, rédacteur d'un magazine sur la santé. Il a publié énormément de livres, plus de 200 livres, à la fois sur le yoga, sur la santé, sur la méditation, la respiration. Enfin, c'était un auteur prolifique. Et bon, si on veut vraiment résumer, j'en parlerai peut-être plus en détail, dans d'autres épisodes, mais en résumé, ses grandes actions, ça a été de dire, voilà, on va déjà accepter les femmes, dans les formations de professeurs, dans la pratique, les intégrer un peu plus parce que, bon, traditionnellement, les femmes n'ont pas, alors on leur interdit pas de pratiquer, même il y a plein de choses pour les femmes enceintes. Puis dans l'Inde classique, voilà, on considère qu'une femme en bonne santé, bien sûr, c'est bien puisque ça fera de bons enfants en bonne santé. Mais voilà, c'était pas interdit pour les femmes, mais en tout cas, voilà, pour être enseignant, il faut pouvoir, voilà, venir dans un ashram, donc qui est un lieu, voilà, un peu de pratique aussi spirituelle. Donc il y a toujours cette tension entre la spiritualité et les femmes, qu'on connaît dans bien d'autres religions, n'est-ce pas? Mais donc il a décidé, enfin voilà, d'ouvrir quand même les formations aux femmes parce que c'est bon, à un moment, il faut qu'elles puissent venir aussi. Et il a décidé aussi de créer un enseignement en anglais parce que, voilà, il se disait: «C'est bien, les Indiens profitent de cet enseignement et puis, voilà, il y a une transmission en Inde, mais pourquoi pas ailleurs qu'en Inde?» Et pour que ça dépasse l'Inde, il faut à un moment pas, parler, que dans la langue indienne, il faut aussi, passer au moins à l'anglais. Donc même si bien sûr on parle anglais en Inde, mais bah, traditionnellement l'enseignement a été, transmis, en indien. Et donc bah, je dis indien parce que je ne connais pas tous les dialectes, voilà, qui étaient utilisés, il y en a énormément. Voilà, donc on va dire les principales, choses au niveau pratique. Après au niveau plus, de l'enseignement, il a, initié ce qu'on appelle ensuite le yoga intégral. Heu, il a fait une sorte de synthèse de la science du yoga qui est immense. Heu, voilà, en un certain nombre de points, donc 5 points, on va parler très souvent des 5 points du yoga. Et puis un résumé des différentes voies du yoga. Enfin, alors ça, c'est très compliqué, j'en parlerai, dans d'autres épisodes, je pense, mais en résumé, pour simplement dire les 5 points du yoga, parce que c'est très abordable, vous comprendrez très vite pourquoi, voilà, on en parlera plus en détail plus tard. Donc il y a bien sûr les postures, donc là, voilà, il a fait une synthèse des postures, une synthèse de, voilà, la séquence qu'on répète, dans un ashram Shivananda, c'est toujours un peu la même séquence avec le même enchaînement de postures, qui a une logique, voilà, enfin, on peut en parler des heures parce que tout est vraiment pensé en détail pour travailler, telle partie du corps, puis telle partie, enfin, c'est voilà. Donc il y a les postures, première chose. Il y a la respiration, il y a des techniques de respiration, dans le yoga. Il y a, la relaxation qui fait vraiment partie de la pratique, qui est très importante. C'est vraiment là qu'on va venir, assimiler, tous les bénéfices de notre pratique. Il y a l'alimentation, donc voilà, un point très important auquel on pense pas forcément, mais c'est un pilier vraiment du yoga, Shivananda en tout cas. Et puis, en dernier, donc la méditation, la pensée positive. Donc ça englobe, la philosophie, apprendre à, voilà, maîtriser les pensées négatives, et cetera. Donc voilà, il a, fondé son enseignement sur ces 5 points. Il a permis de simplifier, voilà, résumer un peu cette science immense du yoga. Et c'est ce qui a fait qu'il a connu quand même un certain succès. Il a eu quelques disciples qui ont par la suite, poursuivi, leurs recherches un peu chacun de leur côté dans leur, spécialité, on va dire.
Donc, la lignée dans laquelle je m'inscris, c'est Shivananda, puis Swami Vishnu-Devananda, qui est un de ses disciples, qui a continué en fait donc voilà, la lignée de son maître. Il y en a d'autres voilà, dont je parlerai peut-être plus tard, mais que je connais beaucoup moins. Donc voilà, c'est à étudier et puis à synthétiser pour pouvoir en parler un peu plus. Et donc, l'ashram dans lequel j'ai fait ma formation, c'est un ashram qui est dans une organisation, donc l'organisation Shivananda. C'est pas Shivananda lui-même qui a créé cette organisation, ça aurait été un peu présomptueux. C'est Swami Vishnu-Devananda, son disciple, qui, en l'honneur de son maître, donc, a créé cette organisation mondiale, où il a voilà, initié la création de plusieurs ashrams petit à petit dans différents endroits du monde, pour transmettre l'enseignement de son maître et son enseignement à lui, puisque c'est quelqu'un qui a eu un savoir très étendu sur, pour le coup, les postures, pas mal, voilà, la partie vraiment physique, la philosophie aussi. Donc, il a écrit un livre assez connu, le Grand Livre du Yoga, où voilà, dedans il y a différentes parties sur à la fois la philosophie, la partie physique, etc. Dans la partie physique, il y a des photos de lui en train de faire les postures qui sont très impressionnantes parce qu'il avait vraiment une souplesse très très grande. On a vraiment l'impression parfois qu'il n'a juste pas d'articulation. Et donc cet homme-là, doté vraiment d'une volonté très très forte en très peu de temps en fait, a créé beaucoup de choses, beaucoup d'ashrams, beaucoup de centres, a transmis aussi son enseignement à pas mal de disciples qui sont en fait. Donc lui, il est né ouais, début 20e, on va dire, et puis il est. Non, pas début 20e, ouais, dans les années 30, je crois, il faudra que je vérifie. On en parlera plus aussi dans un prochain épisode. Et en fait, mon Swami Vishnu Devananda, je vais l'appeler peut-être Swami Vishnu, c'est un peu plus simple. C'est comme ça que je l'appelle dans ma tête, j'ai une affection toute particulière pour lui. Donc Swami Vishnu, en fait, ce qu'on peut dire sur lui pour vraiment résumer ce qu'il a été et son héritage finalement, c'est principalement deux aspects. Donc c'est vraiment la création de la formation de professeurs de yoga telle qu'on la connaît et telle qu'on la vit aujourd'hui. Donc parce qu'en fait pour lui, dans son idée vraiment, c'est un peu ce que je disais à un moment, c'est que on peut pas être professeur sans pratiquer. Et lui en fait il a retourné les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que comme il voulait que vraiment tout le monde fasse du yoga, enfin pour parce que son obsession c'était la paix mondiale, enfin, c'était son voilà son mantra quoi, enfin, ça son objectif en fait. Donc pour lui, pour atteindre la paix dans le monde, il fallait finalement le meilleur moyen, c'était que chacun à son échelle trouve la paix déjà en lui pour qu'ensuite finalement par effet d'addition, on ait de plus en plus de personnes qui soient en paix et donc mathématiquement, on franchit un cap au-delà duquel plus de voilà, imaginons plus de la moitié de la population mondiale est en paix et donc on finit par atteindre la paix mondiale. Donc c'est un peu bon, très bizarrement expliqué son état d'esprit quoi. Donc pour lui finalement, former des professeurs, l'astuce c'était d'être sûr que les personnes finalement allaient pratiquer, allaient continuer parce qu'on se sent obligé entre guillemets quand on est prof de pratiquer parce que sinon on n'est pas crédible, voilà, on se sent pas légitime en fait pour enseigner. Donc pour être sûr que les personnes pratiquent finalement, pour lui le meilleur moyen c'était de créer une formation de professeur. Et puis le deuxième aspect qui fait qu'il a vraiment une renommée mondiale, vraiment il a marqué son époque aussi, c'est son engagement pour la paix a été aussi personnel, c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs missions pour la paix dans le monde, où il allait dans des zones de conflit pour essayer de résoudre des conflits, voilà, notamment des fois en Inde, il y a eu des conflits très graves entre différents groupements voilà, de personnes différentes tribus, enfin je sais pas exactement le terme, mais voilà, il a essayé d'empêcher le conflit physique, et ça n'a pas toujours marché, mais voilà, il a vraiment fait de son mieux dans d'autres zones de conflit dans le monde. Il a essayé voilà, de transmettre aussi un message de paix à travers le yoga, de représenter quelque chose à son échelle voilà, pour la paix dans le monde. Donc c'est ce qu'on peut retenir de lui, ces deux aspects-là. En plus d'avoir créé les centres et ashrams dans le monde. Swami Vishnu a aussi eu voilà,
des disciples, on va dire, enfin voilà, pas mal d'élèves, quoi. Et parmi eux, finalement, il y a des gens que j'ai eus en tant que prof. Donc voilà, la lignée n'est pas si longue que ça. Enfin, même si avant Swami Shivananda, bien sûr, il y a eu plein d'autres. Nous, on connaît jusqu'à Shivananda. Après, il faut remonter, c'est plus compliqué. J'aimerais beaucoup le faire un jour, d'ailleurs, parce que ça me paraît absurde de s'arrêter à quelqu'un, voilà, fin 19e, c'est récent, quoi. Mais donc voilà, Swami Vishnu, il a eu des élèves et ces élèves sont encore en vie pour la plupart aujourd'hui et continuent de transmettre son enseignement. Donc finalement, c'est vraiment assez direct, on n'est pas très très loin de l'enseignement des maîtres indiens et ces professeurs sont en général vraiment passionnants et ont quelque chose de lui, quoi. C'est assez rigolo de les rencontrer parce qu'il y a quelque chose qui leur a transmis une énergie. Enfin voilà, quand on est sensible au bout d'un moment. Après un mois à l'ashram notamment, voilà, je percevais des choses qui me semblaient intéressantes chez eux, qui semblaient provenir voilà, de ce qu'ils ont reçu de leur maître. Je voulais vous parler aussi, voilà, faire une sorte de warning, un peu ce que j'ai fait tout à l'heure sur le fait que voilà, il y a plein de types de yoga, il y a plein de... C'est difficile de se poser en tant que voilà, professeur de yoga banal, enfin j'ai rien d'extraordinaire, et vous parler de quelque chose d'aussi complexe, d'aussi multiple. Donc bien sûr, je vais dire des bêtises. Voilà, je tenais vraiment à faire ce petit avertissement. Je vais dire des bêtises, je vais parler voilà, de certaines choses sans donner tous les détails parce que je les connais pas forcément. Si vous avez été formé dans une autre école, vous allez dire bah oui, mais quand elle dit tel mot en sanskrit, elle dit que la traduction c'est ça, mais en fait ça peut aussi vouloir dire ça. Oui, vous avez très certainement raison. Là, c'est quasiment certain parce que effectivement, bah, notamment pour le sanskrit, il y a plein de traductions différentes pour certains mots. Il y a des noms pour les postures voilà, qui sont parfois différents. Il y a des concepts, même des choses beaucoup plus voilà, hardcore, très très dans la philosophie, où certainement il y a des voies différentes. Enfin, il y a des déclinaisons en fait pour chaque grand courant. Ça se décline en plein de sous-courants. Donc c'est très complexe de tout savoir et de tout aborder. Donc je vais me limiter à ce que je sais le mieux et vous le transmettre de la meilleure manière. Je pense que c'est aussi ce qui sera le plus intéressant parce que je ne vais pas juste lire des livres, faire des résumés de bouquins. Enfin, je pourrais parler de bouquins que j'ai lus en disant ah ouais, c'est génial, j'ai appris de nouvelles choses, mais voilà, enfin, je préfère parler de choses dont j'ai une expérience directe et c'est beaucoup plus parlant et intéressant pour vous, je pense. Et notamment par rapport voilà, aux critiques, aux jugements, enfin, bon, je m'attends bien sûr à avoir des retours divers et variés. Ce qu'il faut se dire par rapport aux enseignements, par rapport à surtout la philosophie, surtout voilà, ce qu'on pense être le vrai, la vérité. Donc voilà, première chose à savoir sur ça par rapport à l'Inde, je pense, c'est que la vérité est aussi multiple, c'est-à-dire ils considèrent qu'il n'y a pas une vérité unique, tout blanche, toute noire. Il y a une multiplicité de vérités qui constituent en fait à elles toutes peut-être, oui, la vérité globale, quoi. Mais voilà, il y a du... Pareil, dans un concept, il y a le côté de la face de la pièce et le côté pile, quoi. Il y a toujours, dans notamment par exemple quelque chose qui est... que j'ai un peu découvert, on va dire, à l'ashram, là-bas, dans ma formation, c'est le divin, donc, et à la fois enfin, dans la conception voilà, de cette école, et à la fois positif et négatif. Donc, il y a du terrible aussi dans le divin. Donc, c'est un peu ce qu'on a, nous, dans nos religions judéo-chrétiennes, de l'enfer, le paradis. Enfin, on a quand même évidemment cette notion du négatif, mais il est caché et il n'est pas divin. Il est justement à l'opposé du divin. Là, on considère que le négatif, la destruction, tout ça fait partie aussi, est un des visages du divin. Donc c'est quelque chose qui personnellement m'a plus donné envie, entre guillemets, de m'intéresser aussi à l'aspect spirituel du yoga, de la spiritualité indienne aussi, parce que on est plus donc, holistique, c'est-à-dire qu'on inclut plus tous les aspects d'une chose, d'un concept. Et moi qui ai du mal à voilà, avoir des opinions très tranchées sur les choses, j'ai toujours envie de dire voilà, je pense ça, mais en même temps, bah, je peux comprendre qu'on pense autre chose, ou je pense ne pas avoir totalement raison. Voilà, j'aime bien cet aspect policé, de pas toujours voilà, être trop voilà, sûr de soi, parce qu'en général, quand on est très sûr de soi, voilà, on se trompe forcément un petit peu, parce qu'il y a toujours une opinion un petit peu différente de la sienne, et donc on passe à côté aussi de quelque chose d'intéressant chez l'autre, chez l'opinion de l'autre.
Voilà, donc c'était un petit peu l'avertissement que je voulais faire. Il y a plusieurs réponses possibles, plusieurs traductions possibles, à plein de concepts, plein de mots. Et je ne suis pas une référence forcément dans la matière, quoi. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode, donc simplement pour vous présenter un peu à quoi vous attendre dans ce podcast, à qui s'adresse le podcast, un peu qui je suis. Donc voilà, je suis une prof de yoga, j'ai 25 ans. Et puis maintenant, j'enseigne régulièrement la semaine, voilà, c'est mon métier, quoi. Et j'ai envie de faire ce podcast pour parler de plein de sujets qui me passionnent autour du yoga. Et puis j'espère que ça vous intéressera, que voilà, il y a des personnes qui vont découvrir des choses grâce à ce petit podcast. J'ai déjà créé une adresse mail où vous pouvez m'envoyer des questions. Donc voilà, s'il y a des personnes qui par miracle tombent sur ce pilote, n'hésitez pas à m'envoyer des premières questions à l'adresse suivante. Donc c'est hathayoga.chloé@gmail.com. Donc hatha yoga, Hathayoga.Chloé, @gmail.com. Donc voilà, s'il y a une remarque que vous voulez faire déjà sur ce premier épisode qui est un pilote, hein, donc c'est vraiment très expérimental. Si voilà, ou au contraire il y a quelque chose que vous êtes toujours demandé sur le yoga, vraiment voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir puisque déjà ne serait-ce qu'en recevoir ce sera génial. Voilà, donc j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas du coup à le partager parce que bon, pour l'instant, je pense que voilà, personne ne le connaît. Donc si vous êtes la personne miraculeuse qui tombe dessus, s'il vous plaît, partagez-le à des gens qui pourraient être intéressés parce que je pense que c'est voilà, un bouche à oreille en faisant passer le podcast de personne en personne que finalement on aura voilà, de plus en plus de monde qui viendra écouter et interagir avec moi, parce que j'espère ne pas être en mode monologue trop longtemps. Voilà, je vous dis à très vite.